Quanto è bella giovinezza che si fugge, tuttavia chi vuole esser lieto sia, di doman non c'è certezza. Eh bien, bonjour à tous et bonsoir à tous en ce dimanche soir du mois de juillet. Je vous avais promis qu'on allait faire une conférence sur les Médicis sur la partie cadette, car il y avait beaucoup de choses à dire et elle est là, elle est donc prête, elle est là mais avant de commencer, je voulais un peu commencer sur la branche cadette. Effectivement, voilà. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient et qui sont-ils? Voilà. Donc pour faire simple, on a Giovanni de Bici, donc qui est la première personne médicée à s'installer à Florence. C'est lui qui est père de Côme l'Ancien, hein, dont nous avons parlé, mais Côme l'Ancien avait un frère qui s'appelle Lorenzo di Giovanni. On va l'appeler Lorenzo di Giovanni parce que c'est le fils de Giovanni de Bici, OK, de Jean de Bici. Voilà, donc c'est à partir de là que la branche cadette, émerge, en fait. Donc ce Lorenzo-là, il s'est reproduit, il a eu des descendants jusqu'à un certain, Côme Ier dont on parlera après. Voilà, donc parenthèse faite, c'est la branche cadette, voilà. Donc c'est on ne parlera pas de Laurent le Magnifique, hein, on l'a déjà fait et ses autres. Mais je voulais repartir sur les enfants de Laurent, l'enfant et neveu de Laurent le Magnifique, hein, qui sont Léon X et Clément VII, hein. Giovanni de Médicis, hein, voilà, le fils cadet de Laurent et aussi, de Clément VII qui est Giulio de Médicis qui est le fils du frère de Laurent le Magnifique. Voilà, Julien, celui qui se fait assassiner en 1478, lors de la conspiration des Pazzi, voilà. Donc c'est son frère, enfin c'est son fils, pardon, celui qui devient pape le deuxième, Clément VII, voilà. Je vais vous mettre tout de suite, dans les, dans les, dans dans les ressources, je vais vous mettre exactement ce Lorenzo-là. J'espère pas quand même parce que franchement, enfin, voilà. Je vais vous mettre tout de suite, pour que vous ayez une idée, un arbre généalogique. Ce sera plus simple, je pense, pour vous. Je vais le mettre tout de suite dans les ressources conférences. Le voilà, hop, accordez-moi un instant. Le voilà. Donc je vous mets un arbre généalogique pour vous, voilà. Comme ça, au moins, vous vous avez un peu tout ça. Alors, bah, comme on l'a évoqué, lors de notre précédente, conférence, hein, au tournant du XVIe siècle, donc les Médicis, en fait, ils dominent Florence. Ils dominent Florence depuis plusieurs générations, vous le savez, avec, comme je l'expliquais avant, Giovanni de Bici, avec Côme l'Ancien, avec Laurent le Magnifique et son fils Piero, voilà, Pierre. Pierre le Goutteux et Pierre aussi, voilà. Ils mêlent habilement le pouvoir financier, influence religieuse et prestige artistique, tout ça caché, ce sont que des patriciens, d'accord? Ils ont le pouvoir à Florence, mais de manière un peu cachée, voilà. Ça, vous le savez et donc en fait, ils ont eu 2 papes, comme j'expliquais auparavant avec Léon X et Clément VII, qui incarnent justement cette ascension au sommet de la chrétienté. C'est Laurent le Magnifique qui voulait insuffler ça. Au lieu à chaque fois d'avoir à influencer des papes type Sixte IV, et Innocent VIII, par exemple, voilà, il s'est dit: «Bah, directement, pourquoi pas avoir directement, des Médicis sur le siège de Saint-Pierre?» Voilà. Mais en fait, leurs ambitions politiques, en fait, elles sont mal faites. C'est mal maîtrisé, ça se précipite dans une série de crises dont l'aboutissement est le sac de Rome en 1527 par les armées du Saint-Empire de notre ami Charles V, hein, Charles Quint, pardon, excusez-moi, qui affaiblit donc la position des Médicis à Florence et fragilise leur légitimité. Et c'est paradoxalement dans ce contexte instable que s'impose une nouvelle figure, comme premier, celui de la branche cadette, hein, pas comme l'ancien, voilà. C'est un jeune représentant de la branche cadette qui avait jusqu'à présent aucun destin politique, hein. Le mec était juste là, en train de profiter de la vie et de ses florins, voilà. Donc, âgé de 17 ans, il accède au pouvoir en 1537, après l'assassinat d'Alexandre de Médicis, qui fait partie de la branche aînée, voilà. Il parvient rapidement à écarter tous les rivaux et à restaurer l'autorité des Médicis. Son règne marque en fait un tournant vraiment, hein. Il transforme Florence en un État centralisé, parce qu'en fait, je vous explique avant, c'est que quand Charles Quint fait le sac de Rome, il propose en fait, en conquérant les États pontificaux et la République de Florentine, il propose de transformer justement cette République en un duché.
voilà. Et il cherche en fait, et il cherche en fait, il cherche en fait à une personne pour, enfin une personne pour pouvoir assurer ce duché. Et c'est là où, mais c'est là où il pense à la branche cadette, en fait. C'est un peu Charles Quint qui propose cette idée-là et comme 1er à 17 ans, propose, répond à cet appel. Ensuite, après, il transforme après Florence, en cet État centralisé. Il arrive à conquérir Sienne en 1555, mais on va y revenir de tout ça, posant les bases justement du grand-duché de Toscane. Avant, c'était un duché, maintenant c'est un grand-duché. Plus tard, il recevra donc le titre de grand-duc des mains du pape Pie V, en fait, devenant ainsi le premier souverain à réunir un pouvoir temporel et reconnaissance pontificale sans être ecclésiastique. Ce qui se fait rare justement, c'est la première fois que ça arrive dans l'Italie du XVIe siècle. Pourtant, en fait, cette réussite ne survit pas vraiment à ses prédécesseurs. Moins de 200 ans après, quasiment 200 ans, quasiment, oui, 200 ans jour pour jour, après l'accession au pouvoir de Côme Ier, son descendant Jean Gaston, Gian Gastone, le dernier héritier direct, qui était un dégénéré, alors là, je vais pas le dire, mais oui, c'est un dégénéré. Il meurt sans descendance et les Médicis laissent la place après, pour le grand-duché de Toscane aux Habsbourg-Lorraine. Voilà, une branche, des Habsbourg dont vous connaissez très bien leur arbre généalogique qui est en cercle, voilà. D'ailleurs, fait marrant sur Jean Gaston, c'est lui, d'après ce que j'ai compris, d'après mes recherches, c'est lui qui est inventeur du mot, touriste. Donc, les gens qui venaient faire des tours en Italie, on les appelait des touristes parce qu'ils font des tours. Voilà, c'est comme ça qu'on appelait, moi. Voilà. Anecdote, Paris Match, ça c'est pour notre ami Hérode. Hem, donc l'idée étant, c'est que j'avais posé une problématique que vous pouvez retrouver dans le texte. C'est dans quelle mesure les échecs politiques des papes Médicis ont-ils favorisé l'émergence de la branche cadette avec Co Ier comme puissance dynastique en Toscane et comment ces conditions ont-elles conduit à son déclin jusqu'à son extinction pardon, en 1737? Bon, bah, pour répondre à cette question, hein, forcément, on va revenir sur les impasses du pouvoir pontifical des Médicis et après on va analyser, la consolidation dynastique qui a été entreprise par Co Ier et après on verra les multiples causes, du déclin de cette lignée jusqu'à sa disparition. Je vais commencer par les papes. Je suis désolé, c'est un peu la branche aînée, mais c'est vraiment important pour avoir un bon point de contextualisation, si j'ose dire. Voilà. Donc au début du XVIe, hein, la nomination des 2 papes issus de la maison Médicis, hein, donc ça représente le top du top, hein, de leur influence en Europe, à la Renaissance. D'ailleurs, le un des papes, je crois que c'est Clément VII, c'est lui qui va arranger le mariage avec Catherine de Médicis et le roi de France. Voilà. Mais ça, on va en reparler après. Heu et donc ces positions prestigieuses de pape se traduisent pas vraiment dans une consolidation durable de leur pouvoir à Florence. Au contraire, voilà, les décisions politiques de Léon X et Clément VII sont marquées par des choix, ouais, limite quoi, limite hasardeux ou des ambitions sont mal faites, sont mal calibrées et en fait elles vont profondément fragiliser l'emprise des Médicis sur la scène italienne, ouvrant la voie à une recomposition du pouvoir familial. Je vais expliquer un peu. Voilà. Donc en fait, Léon X, donc Giovanni de Médicis, Jean de Médicis pour en français, arrive au trône sur le trône de Saint-Pierre en 1537, sous le nom de Léon X, hein, voilà, je peux en parler. Il marque un tournant dans l'histoire de la dynastie elle consacre vraiment le rêve médicien de Laurent d'élévation dans dans le jeu des concerts des nations européennes et de l'aristocratie, européenne. En effet, vous le savez très bien, un banquier florentin devient chef de la chrétienté. C'est un peu cocasse. Le la banque Médicis a fait son beurre sur des intérêts de 20 à 30. Hem, il devient chef de la chrétienté, où l'usure est complètement prohibée. C'est un peu cocasse, hein, on est d'accord là-dessus, c'est un peu bizarre, mais ce prestige mais le prestige justement d'être le chef de la chrétienté, au lieu d'être mis au service, d'un projet cohérent, est rapidement absorbé par un exercice du pouvoir fondé sur le faste, l'image et la célébration de la culture humanisme avec les arts et ce genre de choses. Chose que Chose qu'au début chose qu'au début du XVIe siècle, c'est pas forcément, alors bien entendu, on avait Alexandre VI et Jules II avant, évidemment, évidemment. Mais là, c'est vraiment poussé à son paroxysme. Je rappelle quand même qu'on est dans une période, post-Renaissance, hein. Voilà.
et Léon X, en fait, il se voit plus comme un prince de la Renaissance qu'en stratège diplomatique pontifical. Il s'en fiche des affaires des États pontificaux, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'art et c'était un jouisseur un peu, c'est un jouisseur. C'est un jouisseur, il transforme la cour papale dans un théâtre de raffinement artistique. Il dépense sans compter pour ses, et il y a des chantiers architecturaux phénoménales, des fêtes somptueuses. En fait, il il dilapide toutes les ressources de l'État pontifical. D'ailleurs d'ailleurs, l'historien italien Paolo Prodi, il dit il dit à propos de Léon X que c'est un pape esthétique et qu'il est soucieux de la magnificence du pouvoir plus que de sa durabilité. Bon, je vous remercie de vous muter, hein, ceux qui viennent d'arriver. Sur le plan politique, comme je l'ai dit, Léon X a quand même certains plans. En fait, il, hem, il entend il entend il entend se servir de la fonction pontificale, pour renforcer la puissance médicienne à Florence. Il installe son neveu à Florence. Il dit: «Ouais, ouais, je veux mettre mon neveu». Lorenzo II de Médicis, donc Laurent II de Médicis, comme étant le duc de Urbino. Urbino, c'est une ville d'où vient Raphaël d'ailleurs, on en parlera après. Heu il dirige la ville, cherchant en fait, il cherche à instaurer un modèle de monarchie familiale adossé à Rome. Ce projet il repose en fait sur un rêve, celui d'une continuité stable entre autorité spirituelle et pouvoir temporel. En réalité, cette superposition fragilise Florence. L'indépendance directe vis-à-vis de la papauté sape l'autonomie de la cité et les élites locales perçoivent Laurent II comme un espèce de préfet pontifical, on va le dire ça comme ça, si j'ose dire. Plutôt que comme un prince légitime, en fait. Il a aucune légitimité. Le mec est là, il est juste là pour faire la volonté de son oncle. Voilà, c'est tout. En parallèle, Léon X fait une erreur très grave. Il, il sous-estime gravement comme vous le savez, les tensions religieuses naissantes avec les 95 thèses de Martin Luther, hein, voilà. Donc il fait sa bulle, donc je vais vous la donner, la bulle là, c'est la bulle pontificale qui s'appelle, comment elle s'appelle? Je vais vous le donner. Je vais vous le donner. C'est la bulle, excusez-moi, voilà, excusez-moi, hein. Exsurgé dominé, je vais vous la mettre après en lien si vous voulez, hem, qui réfute les 95 thèses de notre ami Luther, voilà. Je vais vous mettre le lien immédiatement, je l'avais juste ici, voilà. Je le mets dans ressources, hein, voilà. Comme ça vous l'avez. Hem, où est-ce que j'en étais? Excusez-moi, voilà. Il ne mesure pas en fait l'ampleur du séisme que va provoquer la réforme. L'attention du pape est accaparée par des jeux d'alliance en Italie, comme d'habitude, hein, comme d'habitude, c'est toujours un jeu d'alliance avec les Sforza, avec les Gonzague ou avec les Este. Au moment où s'ouvre une crise religieuse majeure, Léon X est aux abonnés absents. Le mec n'est pas là. Il est plutôt dans la réaction que d'être proactif. Voilà. Ça c'est et ça c'est et on sait pourquoi, hein, voilà les, hem, les indulgences et ce genre de choses, le système des indulgences, tu payes ta place pour aller au paradis. C'est ça la cause qui a causé, les 95 thèses de Luther. Donc à la mort de Léon X en 1521, l'État pontifical est affaibli spirituellement à cause de Martin Luther, financièrement également. C'est un piteux gestionnaire, mais ça, il tient ça il tient ça de son père, hein, Laurent le Magnifique. Donc la position des Médicis, qui pensaient encore être forte encore à Florence, est de plus en plus affaiblie et on voit en fait la puissance des Médicis à Florence comme étant, comme étant dépendante en fait du pouvoir pontifical. Voilà, c'est ça l'idée. Hem, donc le projet de Léon X en somme, en fait, il illustre clairement la contradiction entre la logique de prestige personnel et les impératifs de construction étatique au long terme et avoir une vraie vision, que ce soit à Rome ou à Florence. En fait, il voulait jouer sur les 2 tableaux et être prestigieux sur les 2 tableaux. Or, ça n'a pas fonctionné et ça s'est retrouvé de plus en à sa mort, en fait, ça s'est retrouvé de plus en plus à Florence. Enfin, les Médicis à Florence se sont trouvés beaucoup plus, fragilisés. Il y a eu un pape entre-temps qui n'a pas vécu longtemps, qui a fait que 2 ans, donc je vais pas passer je m'en fous. On va pas parler de lui, on va parler de Clément VII, qui est le cousin de Léon X, hein, forcément, comme vous l'avez. Donc son élection à Giulio de Médicis prolonge l'ambition de la branche aînée à ancrer durablement le pouvoir des Médicis entre Florence et l'Inde.
et Rome, comme vous le savez. Donc, comme j'ai dit, cousin, il est ancien administrateur compétent des affaires pontificales. Clément VII est considéré par ses contemporains comme un homme prudent et calculateur, voire un peu hésitant. Voire un peu hésitant, contrairement à son prédécesseur, il ne cherche pas vraiment le faste, il s'en fout. Il veut juste faire un contrôle discret et diplomatique. D'autres, c- certains disent voire machiavélien, mais je suis pas forcément d'accord, puisque on va le voir qu'il va être un peu hésitant sur certaines décisions. Hem, or Clément VII, quand on y pense, il hérite d'un contexte beaucoup plus difficile que de ce qu'avait, que ce qu'avait son cousin. L'Italie est devenue le théâtre d'affrontements directs entre François Ier et Charles Quint, comme vous le savez. Ces 2 souverains aspirent à la domination de l'Italie. Conscient de la fragilité de l'indépendance italienne, Giulio de Médicis, en fait, il cherche à maintenir un équilibre, un statu quo, un équilibre précaire, mais un statu quo en oscillant entre les 2 puissances. En fait, il essaye de, un jour avec Charles Quint, un jour avec François Ier. Et hem et en fait, ce calcul, en fait, à ne pas choisir, en fait, ça se révèle être un désastre. En 1525, lors de la bataille de Pavie, comme vous le savez, ça tourne à l'illumination pour la France. François Ier est capturé. François Ier est captif de Charles Quint, de l'empereur du Saint-Empire. Donc, le pape, que la toute-puissance impériale alors craignant que la toute-puissance impériale vienne à Rome directement, décide alors de soutenir une ligue anti-française. Et en 1526, il fait volte-face et il s'allie à la France dans la ligue de Cognac. Donc en fait, il bouffe à tous les râteliers. Il bouffe à tous les râteliers en ne choisissant pas, en fait, il choisit. Voilà. Il choisit le camp de la défaite. Ce double jeu est interprété comme une trahison par Charles Quint qui provoque un séisme, en fait. Ce qu'il va faire le sac de Rome. Voilà. Il va faire le sac de Rome en 1527. Rome est envahie par les troupes impériales, partiellement mutinées, livrées au pillage, il pille toute la ville. Clément VII se réfugie au château Saint-Ange, où il reste assiégé pendant plusieurs mois. La ville est ravagée, les églises profanées, les palais pillés. Voilà. C'est un véritable choc dans toute l'Europe chrétienne. Charles Quint, l'espagnol Habsbourg, a, a pillé la ville de Rome, le Saint-Siège. Le Saint-Siège, le prestige, il n'y a plus de prestige, c'est terminé, plus rien. D'ailleurs, l'historien allemand Volker Reinhardt dit, comme, dit, des, dit de Clément VII, il dit que c'est un pape paralysé par la peur de choisir. C'est vraiment ça, quoi. Dont l'indécision aurait précipité le renversement des équilibres en Italie. Donc le renversement des alliances, quoi. Euh, D'ailleurs, à ce propos, lorsque Clément VII apprend l'imminence du sac de Rome, il aurait ordonné de faire fondre les reliquaires pour frapper de la monnaie et tenter de lever une armée. Mais c'est un geste désespéré, en fait. C'est un geste désespéré, c'est de la panique. Hem Et en fait, il n'a pas su prévenir l'effondrement du sac de Rome. En fait, il n'a pas su, être proactif. Il a juste réagi dans un dernier moment, dans un dernier moment de c'est un peu pathétique, quoi, je trouve. Enfin, je sais pas pour vous, mais on en reparlera après. Donc parallèlement, la position des Médicis à Florence est compromise, de par le fait. La République est rétablie dans la foulée du sac de Rome. Et Alexandre de Médicis, fils et légitime de Laurent II d'ailleurs, celui qui reçut de Machiavel la dédicace dans Le Prince. Point Paris Match pour Hérode d'ailleurs, voilà. Il est donc contraint à fuir, Alexandre. Et le lien entre Florence et la papauté, fini, terminé, terminé. Clément VII affaibli, en fait, il n'a pas le choix, il est obligé de signer une espèce d'accord humiliant. Il accepte de couronner Charles Quint à Bologne en échange d'une restauration médicienne à Florence. C'est un peu grâce à lui qu'on commence à voir la branche cadette. Voilà. Cette restauration obtenue par les armes impériales et scellée en 1530, Alexandre, duc de Florence, devient duc de Florence sous protection espagnole de Charles Quint. Voilà. Mais ce retour en force est fragile. Florence est pacifiée de l'extérieur, sans assise locale, et Alexandre, jeune, autoritaire, impopulaire, est assassiné plus tard par son cousin éloigné, Lorenzaccio de Médicis, dans un geste autant personnel que politique. Je vais vous raconter son assassinat, vous allez rigoler. Le 6 janvier 1537, et c'est après que Compromis rentre en scène, c'est la même manière. Donc, le 6 janvier 1537, Lorenzaccio de Médicis, donc cousin, donc le cousin est duc et membre oisif de la noblesse florentine, l'assassine dans son palais sous prétexte d'une rencontre galante. En fait, le meurtre, il l'avait préparé, il l'avait bien préparé. Lorenzaccio, il attire Alexandre en lui disant
en lui promettant une nuit secrète avec une femme, donc ça doit être quelque chose. Il dit: «Viens, tu vas voir, tu vas te mettre bien». Puis, puis avec l'aide d'un complice, l'étrangle et le poignarde. Ce geste spectaculaire bouleverse la ville. Lorenzaccio s'enfuit immédiatement. Dans un manifeste il s'enfuit à Venise, hein, voilà. Dans un manifeste publié à Venise, il cherche à, il cherche il est marrant lui, il cherche à donner son geste une portée républicaine. Il se présente comme un nouveau Brutus, libérateur d'une Florence tyrannisée par les Médicis, mais cette interprétation peine à convaincre les Florentins. En réalité, l'acte mêle motivation personnelle, frustration sociale et ambition politique. Loin de déclencher une insurrection, le meurtre d'Alexandre, ouvre surtout sur un vide de pouvoir. Un contemporain de l'événement, Benedetto Varchi, dit que dit qu'en fait, Lorenzaccio voulait se faire aimer des républicains, mais il n'a été aimé de personne au final. Voilà, voilà. Hem, alors moi, ce que je vais parler aussi de cette crise. Justement, cette crise de légitimité ouvre la voie à un nouveau modèle dynastique, hein, voilà. L'action politique des papes Médicis, loin de pérenniser, l'hégémonie de la famille sur Florence, ça révèle en fait les limites d'un structure pou d'un structurel d'un pouvoir fondé sur une confusion entre intérêt familial, ambition religieuse et manœuvre géopolitique, en fait. Ni Léon X, ni Clément VII n'arrivent, n'arrivent à donner en fait une autorité durable, heu, que ce soit à Rome et à Florence. Au contraire, en fait, leur pontificat à eux 2, ils accélèrent l'instabilité de la péninsule et fragilisent la propre lignée des Médicis d'ailleurs qui s'éteignent. La branche aînée s'éteint, elle s'éteint, voilà. À la mort de Clément VII en 1534, les Médicis ne sont plus soutenus que par la force impériale, heu, de Charles Quint, voilà, le Saint-Empire. L'Empire, soucieux de verrouiller l'Italie du Nord, comble ce vide en transformant en fait Florence en État client, en fait, en espèce d'État satellite. Cette intervention impériale signe la fin de l'utopie pontificale. La papauté médicienne, qui voulait faire de Florence un satellite glorieux, se révèle être incapable de produire un ordre stable, que ce soit théocratique et ni dynastique d'ailleurs. Donc après l'assassinat d'Alexandre, l'Empire joue sur une nouvelle carte, en fait. Ils appellent, heu, ils appellent le Côme Ier, Côme de Médicis de la branche cadienne, qui est le fils de Jean du Condottiere, Jean des bandes noires, Giovanni des Bande Nere, qui représente la branche cadette de la famille. Et c'est là que la branche cadette rentre en jeu véritablement. Voilà. Le choix de Côme, qui a été validé par Charles Quint, marque un changement radical de paradigme, en fait. On passe d'un pouvoir, en fait, incarné par des figures, d'église, souvent illégitimes ou imposées comme telles de l'extérieur, à une espèce de souveraineté en fait, à une souveraineté, héréditaire et territoriale. Comme premier, hein, pas comme l'ancien bien évidemment, ne gouvernera pas en tant qu'envoyé du pape ou de client de Rome, mais comme un prince laïque, reconnu par l'empire, approuvé par l'empire justement et appuyé par une base administrative, fiscale et militaire propre. Donc on lève la propre armée, on met des agents, territoriales, on essaie de créer un duché de toutes pièces avec des bases solides en termes d'infrastructure et de process, en fait, tout simplement. Donc voilà. En fait, il veut être un État princier indépendant et incarné justement par cette branche cadette comme une espèce de renouveau. En fait, la branche cadette, compromis, il dit: «Je ne serai pas comme mes prédécesseurs de la branche aînée, je veux vraiment faire briller Florence» et il le fait, hein, et il le fait. C'est lui, par exemple, qui fait construire la galerie des Offices. Voilà. C'est lui qui rapatrie, par exemple, le siège des Médicis, c'était au Palazzo Pitti. C'est lui qui fait construire, il les fait, il fait rapatrier sa famille au Palazzo Vecchio, centre du pouvoir florentin, de la République florentine, c'est fort. C'est lui qui fait construire d'ailleurs le, le couloir, qui va du Palazzo Vecchio jusqu'au Palazzo Pitti, c'est lui qui le fait, pour pouvoir passer sans être vu. Voilà. C'est lui qui le fait construire. Voilà, donc sur cette note, je voulais ajouter le commentaire d'un historien, qui s'appelle Lauro Martinez. Il qualifie que cette transition à Florence est le moment où Florence cesse d'être une idée républicaine pour devenir une machine étatique. Donc, heu, donc après les échecs des papes Médicis à essayer de manager de gérer la chèvre et le chou, hein, c'est-à-dire Rome et Florence, au final ils ont rien eu. Comme premier essaye d'insuffler à seulement 17 ans. Bon, bien sûr, il a été influencé par Charles Quint, qui lui a dit comment faire, j'imagine, en tout cas.
Il veut vraiment insuffler quelque chose de un souffle nouveau à Florence et essayer d'être un grand-duché à Florence, voilà, changer. Donc alors, à la mort donc d'Alexandre de Médicis, assassiné par Lorenzaccio en 1537, donc Côme de Médicis prend le nom de Côme Ier, duc de Florence, OK? Il est Médicis, mais aucune attache directe, comme je l'ai dit, avec les intrigues romaines ou avec les exactions du régime d'Alexandre qui s'est fait assassiner un peu plus tard, le fils de Lorenzo, le 2. Donc l'oligarchie florentine, rassemblée dans les conseils restreints qui subsistent, espère instrumentaliser sa jeunesse et son isolement pour établir une espèce de forme de gouvernement mixte qu'on a connu, qu'on a connu avec Laurent de Médicis. Un prince symbolique, voilà, une espèce de porte-parole qui, sous le contrôle des anciennes familles patriciennes, je sais pas moi, type les, et qui comme Florence, je suis en train de chercher qui n'ont pas été. Bon, des familles, je ne connais pas de nom. Mais cette stratégie, en fait, elle échoue parce que lui, il est dans sa fonction, il est dans son idée. Dès sa prise de fonction, en fait, il fait preuve d'une précocité politique saisissante. Il refuse de gouverner au nom des conseils, réduit les prérogatives des institutions traditionnelles, impose sa garde rapprochée et des conseillers fidèles. Il élimine méthodiquement les figures soupçonnées de conspiration, un peu comme Laurent le Magnifique, mais de manière un peu plus discrète quand même. Cette affirmation d'autoritaire culmine à l'été 1537. Là, c'est marrant, ça va être marrant, anecdote marrante. Donc on est le 1er août 1537, Côme affronte à Montemurlo, au nord-ouest de Florence, une armée de républicains exilés, donc des anciens patriciens, qui ont été chassés de Florence en 1530, mais qui reviennent pour tenter une insurrection avec d'autres soutiens des partis d'étrangers. Donc avec l'appui militaire de l'Empire de Charles Quint, Côme remporte une victoire décisive, qu'il utilise immédiatement pour renforcer son autorité intérieure, une sorte de propagande avant l'heure. Ses chefs républicains sont arrêtés, jugés sommairement, exécutés ou contraints à l'exil définitif. Montemurlo constitue un tournant fondateur pour le règne de Côme Ier. Pour la première fois depuis un siècle, le pouvoir médicien ne se repose pas sur des jeux des faveurs pontificales, autrement dit de corruption ou de manipulation institutionnelle pour essayer corruption également, mais sur une base militaire et une assise diplomatique solide. Je suis le grand, je suis le duc, euh, je vais repousser tous mes ennemis. Ah, bien entendu, avec l'aide du Saint-Empire, bien entendu. Mais c'est pas de jeu, pas de corruption. Le pouvoir s'assoit avec lui, voilà. Et donc il devient en fait ce prince assumé. Donc après, dès les mois suivants, en fait, il négocie directement avec Charles Quint une reconnaissance formelle de son autorité. Il obtient le droit d'organiser sa succession selon la primogéniture, hein, masculine, hein, ce qui pose un précédent fondamental. Dans il faut comprendre un truc, c'est que dans l'histoire de Florence, ça ne s'est jamais vu. Un pouvoir dynastique, héréditaire de manière, aussi officielle, ça ne s'est jamais vu. Il y avait bien entendu, comme premier la branche aînée de manière un peu discrète, qui devait jouer de pouvoir et jouer des coudes, mais là, c'est indiscuté, c'est en fait, il donne une vraie légitimité à son pouvoir. Donc en fait, le pouvoir devient dynastique, comme je l'ai dit, héréditaire et non pas conditionné, oui, par les circonstances extérieures. L'accord impérial ne fait pas de Côme un simple vassal, il lui garantit en fait une autonomie croissante en échange d'une loyauté stratégique, notamment sur le plan militaire, participation aux guerres contre la France et les Ottomans. Voilà. Euh, Selon d'ailleurs l'historien Eric Courchane, Courchane, je ne sais plus comment c'est écrit, Courchane, c'est un américain, il dit que Montemurlo ne fut pas seulement une bataille, ce fut l'acte de naissance de la monarchie toscane moderne. Voilà. Ce basculement est capital. La branche cadette des Médicis, issue de Condottiere, donc Jean des Bandes Noires, Giovanni des Bandenelle, réputé secondaire et limite méprisé par les grandes familles et même par la branche aînée, voilà, ne se contente pas de succéder à la branche aînée, elle transforme véritablement la nature même du pouvoir à Florence. Elle inaugure une espèce de nouveau paradigme, un nouveau régime politique fondé sur la concentration du pouvoir, la permanence dynastique et la centralisation administrative, comme j'ai expliqué avec la création des offices, qui sont la galerie des offices qui étaient des bureaux à l'époque, hein, et qui était juste adossé au Palazzo Vecchio, si vous allez à Florence, c'est juste à côté. Comme n'est plus représentant d'une oligarchie, il devient l'architecte véritable de l'État. Voilà. Ce que les élites florentines avaient imaginé comme une régence contrôlée, en fait, ils pensaient pouvoir contrôler ce gars, comme devient 2 ans après une monarchie naissante. Le cadet, le cadet
comme premier inconnu devient prince absolu. D'ailleurs, il y a une statue de lui sur la place de la Seigneurie. Et Florence, sans même s'en apercevoir, a cessé d'être une république. C'est énorme, c'est un changement de paradigme. Donc là, je vais parler un peu de l'État, comment il a centralisé et modernisé l'État florentin. Il s'attelle, comme je l'ai dit, à la conciliation intérieure de son pouvoir. En 1540, il transfère, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa résidence officielle du Palazzo Médicis et Palazzo Pitti au palais de la Signorie, donc le futur Palazzo Vecchio, bon voilà, cœur symbolique du gouvernement florentin, ça vous le savez. Heu, Ce geste architectural et politique manifeste clairement en fait, heu, la fin de l'ancienne République. Le pouvoir n'est plus partagé, il est incarné, localisé, centralisé. Voilà. On sait qui il est, on sait on sait qu'il est il est duc de Toscane et il gouverne en prince absolu dans le siège même de l'ancienne République, ce qui est un pied de nez quand même assez drôle. Entre 1540 et 1550, il engage une réorganisation complète de l'appareil d'État, réduction des conseils traditionnels comme on l'a expliqué avant, à des organes consultatifs, renforcement du conseil privé, la consulta, création des magistratures spécialisées, centralisation des finances. Il met sur pied une armée permanente et non pas des missionnaires, dirigée par des officiers de confiance. Florence devient un État bureaucratique naissant où la fidélité à la personne du duc prime sur toute autre allégeance. C'est le duc et rien d'autre. Et bien entendu le catholicisme. Mais l'étape décisive de l'enracinement du pouvoir médicien, c'est sur la conquête de Sienne. Sienne, comme vous le savez, a toujours été la concurrente de Florence, hein. Heu, tous les habitants de Sienne disent qu'ils sont meilleurs que les Florentins, ce genre de choses. Il y a toujours une rivalité entre les 2. Donc en fait, il y a vraiment en 1552, il y a une révolte anti-florentine à Sienne, OK? Soutenue par la France, donc Henri II, hein, voilà. Heu, Profitant de la guerre entre Henri II et Charles Quint, Côme obtient un camp impérial l'autorisation obtient l'aval du camp impérial d'intervenir militairement, à Sienne, pour mater la révolte. Voilà, donc pour mater la révolte, qui ont été soutenus, comme je l'ai dit, par quelques contingents français, voilà. La guerre est brutale, longue, marquée par plusieurs sièges, pardon, chaises, des coups de chaise. En avril 1555, Sienne capitule. En 1557, Philippe II d'Espagne, héritier de Charles Quint, cède officiellement Sienne à Côme en échange de sa fidélité. Donc en fait, il mate la rébellion et il demande après à Philippe II, Heu, héritier de Charles Quint: «Est-ce que je peux l'avoir?» «Oui, oui, tu peux l'avoir parce que tu nous as rendu un service». Pour la première fois de l'histoire, la Toscane est réunifiée, sous une seule autorité. Cette victoire transforme radicalement la stature de Côme. Il ne gouverne plus une ville-État, mais un État territorial, cohérent, qui s'appelle le Grand-Duché de Toscane. Voilà. Je vais, cependant, je vais quand même, rappeler un autre fait. Sienne conserve un peu, pendant des décennies, un statut administratif spécifique, qui s'appelle le Stato Nuovo. Mais le pouvoir réel est exercé depuis Florence. Côme impose sa vision à la ville et il laisse des garnisons et il laisse un gouverneur et des impôts. Voilà. Une fois, une fois avoir eu ça, il obtient, il obtient du pape Pie V un titre inédit, grand-duc de Toscane. Donc là, on était sur le duché, maintenant, on est sur le grand-duché. Cette reconnaissance octroyée par la bulle pontificale In Sublimi, je vous invite à aller la chercher, je vous la mettrai en lien si vous voulez, fait de lui un prince souverain de rang supérieur, voire équivalent au duc de Savoie ou de Bavière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Les Médicis, c'est des roturiers, c'est des gueux. C'est des gueux, ils ont su grâce à la banque se hisser à regarder dans les yeux les ducs de Savoie ou de Bavière. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ils ont été anoblis en moins de 200 ans, ils ont réussi à être la famille, une des familles les plus puissantes de la péninsule italique. Voilà. Moi, je trouve ça formidable. Elle consacre en fait ju donc en fait, dans dans cette bulle In Sublimi, elle consacre juridiquement ce que la conquête militaire et la réforme administrative avaient déjà instauré dans les faits. Le titre de grand-duc permet à Côme Ier d'inscrire sa dynastie dans une hiérarchie diplomatique européenne, d'échapper à d'é d'échapper au statut de vassal impérial ou pontifical et de renforcer sa logique héréditaire à son régime. Florence n'est plus une république ni un fief impérial, c'est une monarchie souveraine et indépendante. D'ailleurs, Francesco, Guigiart comment ça dit ça? Guicciardini, pardon, excusez-moi pour mon italien balbutiant, qui était un contemporain de l'époque, observait avec inquiétude cette évolution. Il a écrit que la République florentine est morte non d'un coup d'État,
mais d'un consentement extorqué par la peur et l'habitude. Voilà, ce qui en dit long sur sa position, sur le grand-duc, comme 1er. Donc comme 1er, à la fin de son règne, il se retire il se retire un peu partiellement du pouvoir. Il laisse son fils François, la régence, tout en conservant le contrôle des affaires militaires et étrangères, hein. Il meurt en 1474, laissant à ses successeurs un État fort, centralisé et internationalement reconnu. C'est fort ce qu'a réussi à faire, comme 1er. Donc en à peine 37 ans, un jeune cadet sans expérience a transformé la République, agonisante en une monarchie territoriale, et ce sans rupture brutale, mais en une lente substitution des formes, des titres et des institutions. Une espèce de force tranquille du pouvoir bien exercé, hein. Tonton Mitterrand en prendra des notes. Voilà. Donc le règne, je vais parler un peu plus de de ce qu'a l'héritage en fait du règne de Com Ier, hem, sur, sur le, sur la ville de Florence et sur la Toscane de manière plus globale. Le le règne de Com Ier en fait ne se limite pas à une consolidation, pardon, excusez-moi, militaire ou administrative, il repose ainsi sur une réinvention complète du pouvoir, comme on l'a expliqué auparavant. Là où les papes Léon X et Clément VII avaient tenté sans succès de concilier les ambitions religieuses universelles et le contrôle local de Florence, comme en fait il opère une rupture méthodique. Il abandonne l'ambiguïté pontificale, les jeux d'équilibre cléricaux, les dépendances vaticanes au profit d'un pouvoir séculier, territorial et dynastique, fondé sur 3 piliers: le Saint-Empire germanique, la force armée et la rationalité administrative. Cette nouvelle légitimité se construit contre Rome, enfin, ou tout du moins en dehors de son orbite directe, en fait. Rome n'est pas vu comme étant un prédateur pour Florence, mais en se faisant reconnaître par l'Empire, il devient aussi légitime que Rome, en termes de territoire, en fait. C'est ça l'idée. Comme s'inscrit dans une logique d'État moderne souverain fondé sur l'hérédité et le contrôle du territoire, et non plus sur une faveur religieuse éphémère. Le prince ne dépend plus d'une nomination extérieure, il hérite, il administre et il combat. Mais comme il combat s'il y a guerre, hein, bien entendu. Et comme comprend également que le pouvoir ne peut survivre sans l'imagerie politique et sans mise en scène symbolique. Voilà. Il dit un peu de propagande quand même ne fait pas de mal, hein, ne fait pas de mal. Il consacre donc une part importante de son règne à une stratégie de légitimation culturelle qui transforme l'identité même de sa dynastie qu'il est en train de mettre en place. Donc dans l'ancrage, comme fait du Palazzo Pitti sa nouvelle résidence officielle, hein, voilà. Il À l'écart du centre médiéval, hein, c'est Autre-Arnaud, c'est de l'autre côté de l'Arnaud, vous le savez. Puis il lance un vaste chantier de rénovation qui inclut les jardins Boboli. En fait, il est en train de créer les jardins Boboli avec les grottes, avec la grande grotte là qu'on peut voir, créant une topographie du pouvoir à l'image des cours européennes. Il commande il commande des offices, conçus par Giorgio Vasari, non pas comme un palais de justice, mais comme un siège de magistrature du nouvel État. Office et les bureaux, hein, voilà. Heu, une future vitrine culturelle et dynastique. L'espace public est ainsi redessiné à Florence, selon les axes pouvoir princiers: visibilité, centralité et contrôle. Loin du mécénat ouvert de Laurent le Magnifique ou de Léon X, Côme développe une politique artistique un peu dirigée, vous voyez? À la fois à forte portée idéologique, mais à la fois aussi, une sorte d'art d'État, mais sans le dire. Il favorise en fait une production qui célèbre la continuité de la dynastie, la paix imposée par les armes et la supériorité toscane, comme des gens comme Vasari. Bon, Vasari, c'est plus un architecte qu'un peintre, hein, c'est un tâcheron de la peinture, on va pas se mentir. Cellini, Bronzino, hein, qu'on ne présente plus. Bon, il faut se rendre compte qu'on est en plein marniérisme, hein. On est en plein marniérisme, hein. Bronzino, on est en post-Renaissance, on est en pré-baroque là, ou à Manati. Ils deviennent, des architectes d'un récit visuel en fait, de où Côme est représenté comme un héros antique. Je vais vous envoyer quelques portraits en ressources que j'enverrai après, lorsqu'on sera en questions-réponses. En justicier biblique ou patriarche de Toscane unifié. On est bien là dans une espèce d'un art de cour en fait, d'un art de cour, d'un art du portrait magnifié par les récits antiques. Je sais pas, si vous voyez la sculpture bah, c'est là où il y a la sculpture de Cellini, le Persée, c'est exactement ça. Il y a aussi, justement la sculpture de Côme Ier en armure sur son cheval. Elle a été rénovée il y a pas longtemps d'ailleurs, soit dit en passant. Ils l'ont rénovée là il y a pas longtemps. Elle est de retour sur la place de la Seigneurie à Florence.
Voilà. Alors, bien entendu, hein, comme je l'ai dit, on est en plein mouvement vénérieriste avec la figure de proue qui est Bronzino, qui était le peintre officiel, hein, qui était le peintre officiel, de Côme Ier, hein, avec des portraits tels que le portrait de sa femme. Voilà, le portrait de sa femme de Côme Ier. On n'a pas parlé de la femme de Côme Ier qui est Éléonore de Tolède, hein. Je vais vous envoyer tout de suite le port d'un des portraits qu'a fait notre ami, Bronzino avec sa femme, qui est, et avec son fils, voilà. Donc un véritable art de cour, un véritable art de cour. Hem, Éléonore de Tolède, hein, qui est bien évidemment la fille du vice-roi de Naples. Donc en fait, c'est un excellent parti pour les Médicis qui qui cherchaient justement à finaliser leur recherche de légitimité pour leur grand-duché de Toscane. Voilà, le culte du prince est savamment orchestré. Médailles, fresques, sculptures, portraits officiels, comme je l'ai dit avec Bronzino, inscriptions latines, tout converge en fait pour inscrire Compromet dans une lignée de souverains civilisateurs de la Toscane, et non comme des marchands enrichis. Il enlève l'image des banquiers. Voilà, les banquiers limite la voilà, les banquiers ça n'existe même plus maintenant. La banque Médicis n'existe quasiment plus. Les Médicis ne sont plus des agents de la banque ou des protégés du pape, ils sont désormais l'égal des papes et des rois et des reines. Voilà. Ils sont aussi les garants de l'ordre et la paix en Toscane. Souvre Souverains par droit et non pas par opportunité. Et ça, c'est très important. L'historien Anthony Grafton parle de monarchie scriptée pour désigner ce phénomène où l'image du pouvoir est aussi essentielle que son exercice réel. Voilà. Enfin, Côme prépare soigneusement l'héritage de cette mutation. Il marie son fils François à Jeanne d'Autriche, nièce de Charles Quint, consolidant ainsi l'alliance impériale. Il renforce le statut héréditaire de sa maison, donc la maison des Médicis, fait codifier des lois successorales, prépare la transmission du pouvoir comme un fait naturel inscrit dans l'ordre des choses. À la fin de son règne, les Médicis sont désormais vus comme une dynastie toscane à part entière, et non plus comme une famille florentine influente et des banquiers. Voilà. Ce glissement, Ce glissement orchestré par la branche cadette constitue une révolution silencieuse mais durable. La transition d'une république oligarchique fragile à une monarchie territoriale solide. C'est ça le plus important. Voilà. Donc en moins de 40 ans, Côme Ier transforme l'État florentin. euh, mais plus que ça, il transforme la perception même de ce qu'est un Médicis. Pas un banquier, mais un homme de pouvoir. Voilà. Ce que, en gros, ce que Léon X a à peine songé de faire, comme l'a fait. Voilà, comme l'a fait. Rien à dire, voilà. Donc, donc là, on va parler, là, on est dans ma dernière partie, c'est-à-dire l'affaiblissement interne et l'isolement diplomatique des Médicis, de la branche cadette. Donc si Côme Ier avait jeté les bases de l'État moderne d'une dynastie, ses successeurs n'ont pas su maintenir ce dynamisme. Au fil des générations, la branche cadette des Médicis s'enferme dans une gouvernance de plus en plus conservatrice, marquée par l'isolement, la stagnation économique et une faiblesse croissante sur la scène internationale, donc européenne, hein. Loin du rayonnement initial, la dynastie s'éteint sans héritier légitime, comme je l'ai dit, en 1737, mettant à fin à plus de 2 siècles de pouvoir. Bon, ça, vous le savez. Donc on va parler de François Ier, d'accord? Donc qui est François Ier de Médicis, c'est pas le roi de France, hein, qui est, qui est le fils de Compromis, qui est l'aîné. Il s Voilà, il est un peu comme Pierrot II, le fils de Laurent, en fait, qui est juste, il se désintéresse très largement des affaires publiques. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'alchimie. C'est un passionné d'alchimie, des sciences naturelles. Il s'enferme dans le palais des offices, converti en laboratoire et musée. Son règne est marqué par une relative stabilité, mais aussi par une absence totale de stratégie extérieure. Il n'a aucune vision de ce qu'il a envie de faire pour le grand-duché de Toscane. Il délaisse les réformes, laisse s'accroître la pression fiscale, ne prépare pas sérieusement sa succession. Son autorité, ouais, elle est plus, heu, d'apparat que réelle, en fait, repose sur l'héritage de son père, sans capacité de projection, hein. Voilà, donc des fois les enfants, hein, ils font un peu de la merde, hein, voilà. Donc en fait, il meurt sans héritier. C'est donc son frère qui prend la suite des choses, Ferdinand Ier, voilà, qui est, bah, comme vous le savez, hein, les frères cadets dans les grandes familles, ils sont dans les carrés ecclésiastiques. Donc il était cardinal, il a démissionné pour faire preuve, hem, pour revenir justement sous le joug des familles. Il fait preuve un peu plus d'ambition. Il tente notamment de redonner à la Toscane, au Grand-Duché de Toscane, un rôle en Méditerranée. Il modernise le port de Livourne, hein, il accueille des minorités persécutées, hein, des Arméniens, Juifs séfarades, Grecs. Il établit un port en zone franche, crée une petite flotte militaire chargée de lutter contre la piraterie barbaresque, hein. Les Algériens, si vous nous écoutez, voilà, c'est pour vous.
Mais ces initiatives, bien que prometteuses sur le papier, restent limitées par des contraintes structurelles de l'État toscan. Territoire enclavé, absence d'empire colonial, dépendance commerciale vis-à-vis de Gênes et de Venise notamment aussi. L'effort maritime s'essouffle dans les années 1600, au début du XIXe siècle, hein, faute de relais politiques et financiers. L'alliance avec la France ou l'Empire deviennent purement formelles en fait. Le Grand-Duché se replie sur lui-même et sur ses frontières. Et on a Côme II et Ferdinand II, hein, voilà. Le glissement vers la piété privée, voilà, bon, on va en parler de manière un peu, donc au XVIIe, les grands-ducs successifs incarnent une forme de retrait politique, masqué par un mécénat religieux et une gestion de plus en plus routinière. Côme II, malade et pieux, laisse gouverner ses ministres, il protège Galilée, voilà, ça c'est très bien, il protège Galilée lors de son deuxième procès, mais n'engage aucune réforme, aucune, rien, il s'en fout, il laisse l'État comme ça. Ferdinand II, ce qui montre un manque de vision cruel. Ferdinand II, à son tour, monte sur le trône lorsqu'il a 11 ans. Il reste marqué par une régence longue et prudente. Sous son règne, la Toscane évite les grands conflits, notamment avec la guerre de 30 ans, hein, mais au prix d'un isolement diplomatique croissant. Les Médicis s'isolent du concert des nations européennes, hein, de l'époque. L'administration stagne, l'armée régresse, l'économie souffre énormément suite à un effondrement des échanges avec les autres États du fait de ce repli. L'État se vide de sa capacité d'action tout en maintenant l'apparence d'une stabilité, entre guillemets, quoi. Donc après, nous avons Com III. Le règne de Com III est vraiment emblématique du déclin, hein. Il impose régime moral rigide, en fait. Une espèce de censure à la Savonarole, quoi. L'intolérance religieuse et l'ingérence dans les mœurs. Il renforce l'autorité de l'Inquisition, multiplie les lois somptuaires, interdit les publications scientifiques. Ouais, bref, c'est l'anti, c'est l'anti-com 2, quoi. Le mec, rien à foutre, hein. Il reste sur une vision, de piété conservatrice, voilà. Limite, on est peut-être sur le début d'une théocratie, hein, voilà. Un début de théocratie. Dans le même temps, en fait, il néglige l'appareil d'État. Les finances sont désorganisées, les infrastructures se dégradent, la diplomatie toscane disparaît et n'a plus aucun effet. Voilà. Comme III passe plus de temps à faire copier les généalogies sur des Médicis qu'adapter le gouvernement aux réalités nouvelles. La Toscane, autrefois innovante et au devant de, tout, de toutes les découvertes scientifiques et au niveau des arts aussi également, devient une cour paralysée, fermée, marginalisée, limite ignorée. D'ailleurs, l'historien allemand Harold Alcon décrit Comte III comme une âme religieuse égarée dans la fonction de chef de l'État, inapte à diriger une principauté confrontée à la modernité, en fait. Voilà. Euh, donc, en fait, là, je vais. Donc, durant tout le XVIIe siècle, la logique l'inaction remplace la volonté de conquête et de réforme. L'appareil monarchique mis en place par Comte Ier survit, mais vidé de sa substance, en fait. Les Médicis deviennent des princes de cérémonie. euh, Leur territoire n'est plus un acteur européen, c'est plus un acteur majeur, mais c'est juste une province pittoresque où les gens viennent, en fait, viennent faire du tourisme, en fait, voilà. Ce processus d'atrophy, en fait, culminera jusqu'à Jean Gaston, le dernier représentant de la lignée, voilà, je vais pas, hem, voilà. D'ailleurs, l'historien Carlo Cipolla, dans son livre, avant l'ère avant l'ère de la révolution industrielle, il dit que la Toscane est comme étant un État paralysé de sa propre architecture administrative, trop élaborée pour sa base économique réelle. Voilà. Ah, c'est intéressant à dire. Heu, Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il reste dans un prestige culturel. La culture devient une célébration plutôt qu'une création. On glorifie Michel-Ange, Galilée, mais c'est il y a 200 ans. Tous morts depuis longtemps. Aucun courant majeur ne naît à Florence, les grands-ducs. L'art y est académique, l'architecture répétitive, la science enfermée dans ses salons. L'esprit humaniste, critique et inventif, il y a 200 ans, cède la place à une espèce de réflexe conservateur attaché à la grandeur passée, plus qu'à l'innovation, en fait. Voilà. Euh, Par exemple, je donne un exemple. Quand Isaac Newton publie ses principes en 1687, le Grand-Duché n'y prête absolument aucune attention. L'Académie florentine, si autrefois à l'avant-garde sous Galilée, reste silencieuse.
symbole d'un monde intellectuel devenu en déliquescence, en fait. C'est comme si la Toscane médicienne du XVIIe siècle incarne à la fois une sorte de pouvoir sans projet, un État sans croissance, hein, vraiment, une espèce de ouais, une espèce de coquille vide, en fait, une espèce de coquille vide. Heu, donc là, je vais parler du du dernier du dernier, duc, grand-duc de Toscane, hein, Jean Gaston, qui a une autre tête d'ailleurs, on dirait Habsbourg d'ailleurs, tellement il est consanguin. Bref, lorsque Jean Gaston, en fait, accède au trône, pas au trône, mais au duché en 1723, le destin de la dynastie est déjà scellé, on le sait très bien. Dernier fils de Côme III, il incarne l'exact inverse de son père. Érudit, francophile, libre penseur, méprise le méprise les bigots de cour ou la rigidité modérale de son éducation. Malade, solitaire, indifférent à la politique, il s'isole au il s'isole au palais Pitti entouré des lettres d'eunuques et de serviteurs fidèles. Son règne est marqué par une absence totale d'initiative gouvernementale, c'est normal en même temps parce qu'on lui a appris que ça. Ça fait 100 ans qu'ils font rien en termes d'initiative gouvernementale. L'administration entre dans les mains des ministres conservateurs nommés par Côme Ier. Jean Gaston meurt sans hériter en 1737. Célibataire par choix et par contrainte, son mariage avec Anne-Maria de Saxe s'étant soldé par une séparation de fait, il laisse la Toscane sans successeur direct. Il est le dernier Médicis à régner. Se dit en passant, sa sœur Anna Maria Luisa de Médicis, future électrice palatine, avait tenté de négocier la transmission du patrimoine culturel de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, que tout le patrimoine culturel accumulé depuis 200 ans par les Médicis devient ipso facto patrimoine de la ville. Ce qui a été vrai d'ailleurs, si vous allez au Palazzo Pitti, euh, elle a juste demandé une seule chose, c'est aucun de ces patrimoines aucune œuvre de ce patrimoine quitte Florence, en disant pour toujours à Florence, voilà. Voilà. Je vais passer à la conclusion directement. Donc en fait, l'histoire de la branche cadette des Médicis constitue un des exemples les plus révélateurs des dynamiques de construction et d'affirmation, puis d'épuisement du pouvoir princier à l'époque moderne, hein, en fait, en vrai. En fait, la, pas la monarchie, oui, on peut dire la monarchie. La monarchie des Médicis de la branche cadette, n'a pas su s'adapter, s'adapter au XVIIe siècle, au XVIIe et XVIIIe. Voilà. Dans une Italie morcelée, en proie à la domination étrangère et aux crises internes, la Toscane médicienne se distingue pendant plusieurs décennies comme un modèle de souveraineté locale, stabilisée, capable de parler d'égal à égal à grande cour d'Europe. Mais cette réussite, comme je l'ai dit, incontestable au XVIe, ne s'inscrit pas dans une dynamique de renouvellement. La centralisation, outil de conciliation initiale, devient une paralysie. L'absence de projet économique réformateur, le repli sur la piété princière ou sur la concentration du pouvoir entre dans des figures inadaptées aux mutations du temps, provoque un lent processus de sclérose. Voilà. Il meurt de même, en fait. Voilà. L'extinction de la dynastie de 1737 avec la mort de Jean Gaston n'est donc pas vraiment interprétée comme une simple fatalité biologique, mais l'expression ultime, pour moi, d'un affaiblissement structurel fruit d'un gouvernement de plus en plus routinier, détaché des transformations fiscales, scientifiques et militaires. Voilà. Donc, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que bien que, heu, bien que l'ascension de la branche cadette née du chaos des pontificats médiciens incarne une tentative réussie de réinvention dynastique, fondée sur des principes de rationalité politique et de souveraineté laïque, elle ne s'est pas accompagnée par un processus durable d'adaptation. Et c'est là où le bât blesse. Elle a manqué le tournant de la modernité. L'ironie de l'histoire veut que cette branche, plus légitime que l'aînée par ses résultats, soit celle qui, faute de transmission viable et de refondation intellectuelle, ait vu son œuvre absorbée par la logique des grandes puissances impériales. Voilà. Florence a donc vu naître un État, mais non une tradition politique pérenne. En fait, la Toscane des Médicis est morte comme elle est née, dans une tension entre ambition familiale et ordre européen. Voilà, terminé. Vous pouvez vous démuter. Alors, avons-nous des questions? Eh Oui, bien, oui, je t'écoute, Hérode. très intéressant. Je te remercie pour cette conférence. Mhm. Moi, ça m'a beaucoup plu. Tu vois? Encore une Voilà. fois, aussi compliqué de tout aborder puisque le sujet est très large et qu'il y a énormément Oui, c'est d'acteurs possible. impliqués, de périodes, de grandes Mhm. dynamiques. J'ai l'impression de m'entendre en double par contre chez toi, Spock, mais peut-être que c'est moi. Mais voilà, moi, le seul, c'est plutôt une question pour toi pour le coup.
puisque Oui, tu nous as rappelé, alors à chaque fois, j'inverse les noms des 2 papes Médicis à chaque fois, mais bon bref, on va les appeler, tic et tac. d'accord, Mais ouais. le premier, celui qui est contemporain du siège de Rome, c'est vrai qu'on oublie qu'en fait que est-ce que pour toi, le fait que les débuts de la Réforme aient vu un pape Médicis à leur tête, ça a joué dans la lenteur de la papauté? Est-ce que pour toi, si on avait eu un pape plus énergique et donc un pape non Médicis, la Réforme aurait peut-être été combattue plus vite et finalement le destin de Vivement. l'Europe aurait peut-être Ouais. changé? Ouais, je le pense. La question. Je le pense. Là, je le pense. Ah, je le pense. Je D'accord. le pense vraiment, ouais. Je le pense vraiment parce qu'il n'a pas su prendre la mesure, en fait, des 95 thèses de Martin Luther. Il n'a pas su il n'a pas su prendre la mesure. Moi, je pense qu'il a été trop enfermé dans son prestige de cour, en fait. Genre, il a regardé ça de loin, il a dit: «Ouais, ouais, c'est bon, quoi». Je pense que c'est ça. Je pense D'accord. que c'était OK. il a péché par orgueil comme Laurent. Bah, justement, c'est marrant que tu dis ça parce que ça me fait penser à comme Laurent le Magnifique avec Savonarole, tu vois? Oui, oui, c'est vrai, À c'est la vrai. diffé à la Ouais. différence c'est que, il l'a vu trop tard et je pense que lui aussi, c'est pareil. Je pense qu'il l'a vu trop tard, à mon Mais en fait, avis. c'est peut-être, le cas, c'est qu'on a l'impression que les Médicis de la branche principale, enfin la plus connue, Laurent et les Ouais, la 2 branche papes là, bleue, Léon ouais. et quoi l'autre? C'est Léon et Clément, voilà, c'est Clément, ça, Clément ouais, VII Léon et et Léon. Clément, ouais. Voilà et en fait, on a l'impression que peu importe les postes qu'ils occupent, que ce soit, prince à Florence ou pape, la Ou à Rome? religion n'a jamais enfin les sujets de théologie n'ont jamais été leur Non. occupation favorite en fait, ça leur parle Ah pas. non, ah non. Ah non, non, pas du tout. Quand tu sais qu'ils sont banquiers usuriers et ils sont sous le siège de Saint-Pierre. Oui. Bah oui, c'est ça. Déjà moi C'est-à-dire moi que c'est des moi papes rien qui que ne ça, se moi ça sont me ça fait bah oui. partie des papes qui se sont peut-être le moins occupés d'affaires religieuses, en fait. Ah totalement. Alors que justement, on aurait besoin d'avoir des gens là pour combattre la réforme plus vigoureusement. Bah, justement, oui. Ouais, ouais. Ouais, C'est fou de se dire peut-être le destin de l'Europe et du monde aurait changé si pendant quelques années on aurait eu 2 papes, différents, en fait. ouais, on aurait eu ouais, c'est vrai. Après ils les ont élus, hein, c'est comme ça, hein. Oui, oui, Ils bien les ont sûr, élus, bien enfin, sûr. La mais démocratie, ce à la romaine, hein. oui, exactement, exactement. On bourre les urnes, hein, voilà. Heu, Exactement. non mais moi je trouve à titre personnel que la branche cadette et surtout comme premier qui est un héros à Florence, hein, vous savez très bien qu'il est partout. Aux Galeries des Offices, Brandino a fait un nombre incalculable de portraits, vous pouvez les voir, hein, aux Galeries des Offices. Il y a il y a une statue. Il y a une statue de Côme Ier à Florence, au Palais de la Seigneurie, comme je l'ai évoqué. Et bizarrement, il n'y a pas de Laurent le Magnifique, hein. Laurent le Magnifique, il y a quoi? Il y a un buste à la Galerie des Offices et et c'est tout, c'est tout. Donc symboliquement, je trouve que Côme Ier est un peu sous-coté, comme diraient les jeunes, hein, voilà, je vais pas est un peu sous-coté dans l'histoire florentine. Alors mais les Florentins le savent. Les Florentins le savent que Ouais. ce qu'a apporté Côme Ier, je pense. Et est-ce qu'on pourrait dire que comme premier s'est bien servi des enseignements de Machiavel? Je pense que oui. Je pense qu'il les a lus, Bah, en tout cas, j'en on suis peut dire quasiment qu'à la sûr. différence de ses prédécesseurs, il a vraiment pensé l'État en termes de je vais employer cet Mmh mh. anachronisme que j'aime pas, mais en termes de réel Oui, politique. C'est-à-dire que là où Laurent le Magnifique, c'était de la banque et de l'influence, ce qui avait oui, son c'est poids, on l'a ça. vu, il traitait Mmh avec les mh. plus grands souverains de l'époque, mais là, comme premier, il s'est vraiment assuré qu'un État soit fonctionnel, avec une administration, une C'est armée, un ça, territoire, tout à fait, donc voilà. tout à fait, tout à fait et ça, c'est rare pour être souligné, en fait. Comme tu l'as dit, c'était un peu le Louis XI, du duc de Toscane, si j'ose dire. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il s'est peut-être Mmh, dit: «Oui, mes ancêtres, c'est bien, ils ont fait de l'argent et du prestige culturel avec du mécénat, mais à un moment, il faut gérer les affaires au sens, faut mettre les mains dans le cambouis», au comme dirait sens l'autre, quoi. c'est ça, exactement, exactement et non pas délégué et Voilà. après c'est ce qu'ils ont fait après derrière. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas su, ils se sont un peu trop reposés sur leur laurier, si j'ose dire, en et en et n'est et n'étant plus, comme étant une force de proposition, voilà, dans un monde dans un monde en changement avec la réforme, avec ce genre de choses ou avec les débuts du grand siècle, si j'ose dire. Voilà, entre Oui. 1600 et 1700. Je pense qu'ils n'ont Mais pas su s'adapter, ouais, ouais. est-ce qu'on pourrait aussi les défendre en disant que dans une Italie où, bah, à cette époque-là, l'Italie était à plus de la moitié dominée par, le Saint-Empire et la couronne espagnole. Oui, Est-ce qu'on peut pas ouais, dire que c'est quand même pas déjà un exploit d'avoir réussi à garder, un État indépendant? À peu près indépendant? tout à fait. Ouais, surtout parce que Charles Quint, en fait, comme il l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme certains historiens que j'ai cités
Charles Quint ne Charles Quint est aussi quelqu'un de la réelle politique. C'est pour ça qu'il a fracassé François Ier. Moi, je n'aime pas François Ier, pas il est glorifié ici dans notre pays, mais franchement, il en a fait des conneries, voilà, on va pas se mentir. Charles Quint n'a pas voulu, rentrer directement, en fait. Il rentre directement avec les Habsbourg après, quand les Médicis finissent. Mais il voulait, il voulait déléguer, en fait. Je pense qu'il voulait déléguer et pas justement incorporer le grand-duché de Toscane directement dans le Saint-Empire. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait dans sa stratégie. Il aurait pas, il n'était pas obsessionnel au point de vouloir mettre ses propres administrateurs, hein. Il l'a fait à Naples, hein. Naples, c'était le Oui, bon exemple d'un Alsace. royaume sous contrôle espagnol, tout en ayant un Oui, peu de co-gouvernement avec les élites locales. Donc là-dessus, oui, il c'est était ça, malin. exactement. Avec le vice-roi et avec le vice-roi Bien sûr. dont d'ailleurs la fille, Éléonore Tolède, d'ailleurs, c'est un super parti pour compromis. En plus, c'est un mariage d'amour, hein, pour le coup, hein. Je dois le dire, hein, c'était vraiment un excellent partenariat. Ça devrait être étudié plus souvent ça parce que c'est un peu comme dirait, je vais utiliser un anachronisme en fait, c'est plutôt un powerful couple quoi. Enfin voilà, ils étaient Ouais. vraiment dans une association et à s'aider les uns les autres. Attends, je lis ta question Francis, hein. Francis a une question. Francis a une question. Ouais, en fait, mais je vais beh et ben, je vais y répondre Francis, c'est que les Médicis en fait, ils ont été malins, ils ont utilisé l'art comme la propagande. Ils ont embelli la ville de Florence. Ils ont, avec de l'art, en soutenant les grands, les grands artistes de l'époque, comme Botticelli par exemple, comme Léonard face à un procès aussi, avec Laurent le Magnifique. Michel-Ange a été soutenu, a mangé avec Laurent de Médicis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi Michel-Ange a mangé avec, putain, j'ai l'impression d'être Franck Ferrand, putain, c'est horrible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Michel-Ange a vécu de ses 13 ans après avoir fini chez Bramante. Avant d'aller chez Bramante, pardon, il est, il était à demeure avec les 2 papes là, Giovanni de Médicis et Giulio de Médicis, qui étaient cousins. Il a traîné avec eux. Ils sont de la oui, bon, voilà. Je ne répondrai pas à cette attaque, attends, je ne répondrai pas, mais bon, je ne sais pas si ça compliment moi non plus. Mais bon, je le ferai quand même, hein. Et il a vécu avec eux ce mec. Donc il était quasiment à Médicis. D'ailleurs, il s'est caché pas mal de fois pendant que parce qu'en fait, Alexandre de Médicis recherchait, Michel-Ange. C'était marrant parce que pendant que les Médicis se sont fait exclure et qu'il y avait Soderini, il avait collaboré avec Soderini et il s'est exprimé publiquement en disant que les Médicis étaient des tyrans. Et en fait, il se faisait rechercher pour se faire pendre, hein, complètement. Et il s'était caché à San Lorenzo, donc dans une chambre secrète qu'on peut visiter. Et pendant 3 mois, en fait, il était dans une sorte de salle où il ne pouvait pas bouger et il avait fait des dessins au fusain qui étaient juste exceptionnels. On peut les visiter, ça s'appelle la chambre secrète à San Lorenzo. Si vous êtes à Florence et que vous voulez regarder, vous pouvez le voir ça aussi. Mais c'est marrant de voir ça, en fait. Il y a eu beaucoup trop à mon sens, hem, les Médicis sont ambivalents. Parce qu'à la fois, ils ont fait du bien à Florence, mais ce sont des tyrans, en fait. Ce sont des oui, voilà, comme Anne Frank, exactement. Bah oui, oui, il était dans une pièce et tout, il bougeait pas, il était comme dans Anne Frank. Hein, voilà. Hem, les Médicis sont à la fois bourreaux, mais à la fois, ils ont embelli la ville. Donc ils ont une position ambivalente. C'est pour ça que cette famille est fascinante, Francis. Voilà. Que comme plastique banane. Pas de sujet personnel ici, pas de sujet personnel. Non, mais vous avez d'autres questions ou pas du tout? Dites-moi. Démutez-vous, chers amis, démutez-vous. Oui, démutez-vous, n'hésitez pas, moi je ne mords pas, vous le savez très bien. Ah ouais, Et oui. merci pour la conférence. Ah, je t'en prie. À l'école au Canada, on parle pas beaucoup de l'Italie médiévale. Mmh. Mais tu une question, cher ami, ou pas du tout? Dis-moi. Non, non, je disais Ah juste OK. merci. Ah sympa, sympa. Les gens sont Alors polis attends, sur le serveur.
Exactement et moi j'apprécie la politesse et c'est tout à son honneur et je te remercie. Je te remercie. Est-ce Francis, c'est une autre question. Ouais, j'ai vu Francis est on fire, hein. Heu, non, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Francis demande, est-ce que, est-ce que ceux qui ont succédé aux Médicis ont voulu effacer ce qu'avait fait? Non, pas du tout. Bah, en fait, les Médicis, en fait, ont été très malins parce qu'ils ont accumulé tellement de trésors d'art qu'ils ont tout reversé à la ville, en fait. Dans un geste symbolique, la sœur de Jean Gaston, voyant voyant que la dynastie n'irait nulle part, hem, ils ont reversé tout ça à la ville de Florence. La ville de Florence tient a beaucoup de fierté à son patrimoine, artistique, tout le monde le sait, hein, voilà, je vais pas dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'au Palazzo Pitti, si vous y allez, moi j'y suis allé, quand vous voyez les tableaux, ils sont restés affichés comme Jean Gaston les voulait qu'ils étaient affichés chez lui. Il n'y a pas de ils ont pas changé de place. C'est toujours la même place. Voilà. Oui, oui, ils sont bien vus de manière générale, oui, ils sont bien vus et c'est une fierté florentine et italienne, les Médicis, bien sûr. Et puis surtout, il faut pas l'oublier, on a nos rois de France sont à moitié médicéens, sur la partie Bourbon. Henri IV pardon, je vais commencer par, non, avec Catherine de Médicis avec, comment il s'appelle le roi? C'était, c'est celui qui se fait, engloutir par Montgomery là. Hérode si je me rappelle plus du nom là. Le fils, comment il s'appelle? Le fils de François Ier. Henri II, pardon, voilà Henri II. C'est Henri II qui meurt et les successeurs des Valois jusqu'à la fin, parce qu'elle a eu 3 fils avec, 3 fils qui ont tous régné. Charles IX, Henri III. C'est qui le dernier Hérode? Heu, le les fils de d'Henri II. Tu as Charles IX, Henri III. Ouais, ah juste oui, oui. Oui, mais l'autre, il y en a un troisième. Il y a Charles IX et c'est qui l'autre? Comment il s'appelle? Non, c'est pas François III? François II? C'est pas François II? Ouais, peut-être ça, je sais plus. Peu importe. Peu importe ici. Oui, c'est ça, c'est François II, voilà. Excuse-moi, mais ma ma mémoire avec la Saint-Barthélemy, ce genre de choses. Bref, ils étaient tous à moitié médicéens, exactement. Mais oui, tout à fait, c'est très, très court. Hem et c'est Henri IV après, se marie avec Marie de Médicis. Louis XIV est un quart Médicis. Les gens l'oublient, mais oui, voilà. Donc en fait, ils laissent un ils laissent un ils laissent un c'est une famille, c'est la famille la plus illustre en fait, parce que une des familles les plus illustres et les plus connues dans le monde, si ce n'est la plus connue pour moi, dans la mesure où en fait ils sont que des roturiers, ils se sont hissés et ils ont pu regarder d'égal à égal, tous les grands, oui, ça serait bien de faire une conférence peut-être, sur les Valois et Marcel de Saint-Barthélemy, ça peut être très intéressant. Hem, ils ont contribué de manière, significative en fait à l'avancée du monde européen en tout cas. Voilà pour moi. Après, par leurs arts, par leurs décisions politiques, ce genre de choses et moi c'est une famille qui me fascine. Je recommande toujours, hein, je recommande toujours, le livre, Les Médicis de Marcel Brion. C'est 300 pages, c'est même pas 200 pages les gars et il y a toute l'histoire, des Médicis très bien racontée, c'est voilà. Très accessible, N'hésitez pas. très bonne entrée en matière sur le sujet, Oui, je recommande ah oui, également. oui. Ouais, oui, 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 très bon. Un lien? Oui, bah, je vais t'envoyer un lien. Mais je vais vous envoyer le lien, je vais vous Tu envoyer un pourrais lien, acheter t'inquiète le pas. livre, Francis, quand même, hein. Tu pourras acheter le livre, non, mais tu veux un lien pour, tu veux le bouquin ou tu veux juste le lien pour l'acheter? Ah, pour acheter. Tu veux le lien physique? Ah OK, d'accord. Moi, je vais te l'envoyer. Hop, Ah, ça fait plaisir. Francis qui aime le papier aussi. c'est ça. Ça me fait plaisir. Moi, je l'ai en papier, hein, il coûte 10 €. Bah, il coûte 10 €, voilà. Voilà, c'est chez Talendieu. Mais tu as bien raison, tu as bien raison, tu as bien raison. Voilà, il est là. Voilà. Tu peux même le trouver moins cher, je crois, en d'occasion. Voilà. C'est vraiment enfin, il y a toutes les histoires que je raconte pour acheter et vendre, acheter et vendre. Ouais, sur mon Mox, il doit y être. Pas bloqué. Ah là là. On parlera pas de ça aujourd'hui, hein, voilà. Non, mais si vous avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut couper le robot. Je sais pas. Alors, Non, mais qui a d'autres une questions? dernière remarque, chers amis, Ouais, en lien avec la conférence ou pas du tout? Si ça n'est pas le cas, je pense qu'on peut couper. Ah, Spoke. Spoke, ouais.
Moi, je remercie énormément Colo. Même Je t'en si prie. j'ai pas retenu grand-chose, pour moi, je retiens toujours le principal. Dans toute organisation, c'est incroyable de se dire qu'il y a peut-être les premiers qui initient qui font des choses magnifiques. Mais Oui, ouais, inévitablement, dès que tu passes les générations, tu arrives vers une décrépitude, une chute, et en fait, c'est je pense que c'est inévitable, hein. humain. Et ouais, c'est humain, c'est juste humain. Et on le voit aussi dans nos sociétés actuelles, tu vois. J'ai l'impression qu'on revit toujours la même chose, hein. C'est un Mm. cycle à chaque fois. Donc ça fait peur, mais c'est à la fois aussi réconfortant quand tu sais que le système il dégénère de toute façon. Après, c'est bien qu'on reparte sur autre chose. Oui, ouais. Ce sera le Voilà. mot de la fin, là. Bah, ce Ouais. sera le mot de la fin, je pense, hein. Très bon mot de la fin. Merci Spock pour ce mot de la fin. Heu, Parfait. arrête Eros, arrête, coupe le micro et qu'on soit et coupe Je le vais, je vais, vote et je qu'on se coupe la marre. conférence. Ouais. Merci. Au revoir. Merci Bonsoir à à tous. tous. Bonsoir à tous. Salut. À vous les studios, non? Ça dérape.